Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Enjeux de la vie privée sur Internet et sur les appareils connectés. C'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme Educajou, des applications libres pour l'école, et aussi une chronique sur le thème « Elles s'engagent en faveur du logiciel libre au sein de leur communauté ». Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire de retours, à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 1er octobre 2024, nous diffusions en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion en podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Julie Chomard. Bonjour Julie. Bonjour à tous et belle émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons commencer avec la chronique Pépites libres. Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April, nous présente une ressource sous licence libre. Textes, images, vidéos ou bases de données, sélectionnées pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Les auteurs et autrices de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. Bonjour Jean-Christophe, de quoi tu nous parleras aujourd'hui ? Bonjour Isa, bonjour Julie, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous parler aujourd'hui d'Educajou. Educajou est une riche collection d'applications libres pour l'éducation. Ces logiciels de support à l'apprentissage s'adressent avant tout à l'école primaire, mais peuvent être utiles dans d'autres contextes. En mathématiques, TuxBlock aide à comprendre la numération. Fracatux met en évidence les fractions. Et multiples représente les multiplications sous forme de quadrillage. On trouve aussi Syllabux pour la lecture des syllabes ou Flashmo pour l'entraînement de la mémoire orthographique. CIS affiche tout simplement une page de cahier sur laquelle on peut écrire en police cursive. Il y en a d'autres que je vous invite à découvrir sur le site educajou.forge.apps.education.fr. Educajou est développé et maintenu sur la forge des communs numériques éducatifs par Arnaud Champollion, conseiller pédagogique numérique à Digne-les-Bains dans l'Académie d'Aix-Marseille. La forge des communs numériques éducatifs est un espace de partage pour créer des logiciels et des ressources libres. Elle repose sur le logiciel libre GitLab. Je vous renvoie à notre émission sur les forges logicielles à l'adresse libreavou.org/160. Arnaud précise que la forge des communs numériques éducatifs est aussi une communauté de plus en plus active. Il participera ainsi au Forgeathon 2024, un week-end de contribution organisé à Paris les 5 et 6 octobre prochains. Pour ces applications, Arnaud a choisi la licence GPL-v2 ou supérieure. Il indique dès la page d'accueil du projet que toutes ces applications sont gratuites, sans publicité, ne contiennent ni cookies ni traceurs et peuvent être utilisées par tout un chacun pour tout usage. Bref, c'est libre. Et il explique comment cette liberté encourage la diffusion et crée des synergies. Certaines de ces applications sont déployées comme applications open board, ainsi que dans Printux, voire adaptées sur la digitale. Le choix de la licence libre facilite ces réutilisations. Ce choix de licence libre va d'ailleurs complètement dans le sens des orientations portées par Audran Le Baron, directeur du numérique pour l'éducation, dans son allocution de clôture à la dernière journée du Libre éducatif. En matière de numérique éducatif, nous pouvons désormais affirmer et assumer le fait
que les communs numériques constituent l'horizon par défaut des projets soutenus et opérés par l'institution. Par défaut, cela signifie que les codes, les données, les contenus que nous développons ont vocation première à être libres, ouverts et interopérables. La transcription complète de ce discours est sur notre site librealire.org. Et je salue au passage Marie-Odile, qui porte ce travail avec le groupe Transcription de l'April, car remercier plusieurs fois les personnes qui font vivre l'association au quotidien n'est pas de trop. Pour faire plus ample connaissance avec Arnaud Champollion, vous pouvez le retrouver en vidéo ou en podcast dans un entretien de Med by Aaron. Je vous donne l'adresse ainsi que toutes les références associées à cette chronique sur le site de l'émission libreavou.org. Je termine en saluant chaleureusement Arnaud, avec lequel nous avons de nombreux liens, puisque avant de devenir président de l'association LinuxAlp, contributeur OpenStreetMap et développeur de logiciels libres éducatifs, il est l'enseignant qui a appris à lire à mes 2 enfants avant de devenir un ami. Merci Jean-Christophe pour cette chronique, pour nous avoir présenté ce beau projet, et je suis touchée par l'hommage à ton ami, donc nous remercions nous aussi Arnaud Champollion pour sa contribution libre. Je te donne rendez-vous au mois prochain. Ça marche, grosse bise, belle émission. Bise. Arnaud est connecté sur le chat, juste un petit coucou. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Et après la pause musicale, nous parlerons d'un jeu de la vie privée sur Internet et sous les appareils connectés avec nos personnes invitées. Et pour l'instant, nous allons écouter Booth Street Psychosis par Tom Woodward. On se retrouve dans environ 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Karen's building castles out of mud. Amongst the tradesmen in their harvest clothes, their blood is making stains on these rusted chains, and we still don't know which way the crosswinds blow. But don't be scared, it's all a show. Jack Johnson's bootlace wasn't fair, feeding fat to the livers of the goosey goose. Oh yeah, something's pain is another's gain, but we can't be sure just what's the reason for. Only scared, we want it all, we want it all. We want, we want, we want it all. We want, we want, we want it all. Jill makes love with dinosaurs in the middle of a false flag revolution. Whistles blow, I got visual snow, and I just don't know where do all the goers go. I just wish I would know, stay so low. I want just to know. Nous venons d'écouter Booth Street Psychosis par Tom Woodward, disponible sous licence libre CC BY 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur les enjeux de la vie privée sur Internet et sous les appareils connectés. Avec nos personnes invitées, Audrey Guédin, formateur numérique et auteur, et Louis Neuf, cofondateur d'Exodus Privacy. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46
ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Audric, Louis Neuf, je vous propose... déjà, je vous salue. Bonjour à vous deux. Bonjour. J'espère que vous êtes tous les deux en ligne, que vous m'entendez bien. Très très bien. Oui, tout à fait. Super. Donc, je vous propose de démarrer notre discussion de façon classique, par une petite présentation rapide de votre part. Audric, tu veux commencer ? Ok, et ben alors donc Audric Guédan, moi je suis médiateur numérique et formateur. Je suis également auteur, on va en reparler un petit peu. Je fais de la vulgarisation scientifique, hein. J'essaye de rendre compréhensible des sujets techniques et parfois un petit peu abstraits pour le commun des mortels. Et puis en parallèle de ça, je suis aussi responsable d'un tiers-lieu, donc un espace de coworking où là je continue finalement de faire de la médiation numérique, mais à destination des entreprises et des solopreneurs, car ce sont des sujets qui touchent tout le monde. Louis Neuf ? Moi, je suis un vieil admin système, Unix. J'ai fait plein de choses dans ma vie, plein, trop. Et je suis cofondateur d'Exodus Privacy, qu'on a fondé en 2017, septembre 2017. Donc, tu es cofondateur d'Exodus Privacy. Est-ce que tu peux faire une courte présentation de cette association, en sachant qu'on va parler de ses activités plus tard dans le cours de l'émission? Bien sûr. Donc, Exodus Privacy est une association de loi 1901, fondée par 4 activistes qui sont toujours présents dans l'association. Et on a créé une plateforme d'analyse des... Je vais y arriver, je cherche mes mots. Des applications Android. Voilà pourquoi c'est pertinent de t'avoir dans notre émission aujourd'hui en parlant d'un jeu de la vie privée sur Internet et sur les appareils connectés. Par ailleurs, je crois que vous deux, Audric, Louis Neuf, vous connaissez déjà, ou je me trompe ? Non, on se connaît parce que je suis ancien membre Exodus et on s'est vu sur certains événements physiques, comme un congrès de bibliothécaires, parce qu'il y avait une animation sur place, et dans différents festivals également, un peu de hackers libristes. Mais sinon, on se croise surtout sur Mastodon. Tout à fait. Et puis, tu as aussi participé au kit pédagogique avec Metalpoo. Tout à fait. Bon, on va en parler après, je pense, plus en détail. Tout à fait. Donc l'émission d'aujourd'hui est concernée et porte sur ce thème des enjeux de la vie privée sur Internet, sur les appareils connectés. Énormément de personnes utilisent Internet au quotidien ou leur smartphone pour visiter des sites web, consulter ou publier des contenus sur leurs réseaux sociaux, échanger via des messageries instantanées ou par courriel, et effectuer des opérations bancaires, télécharger des applications sur leur téléphone, etc. Mais ces personnes sont-elles tout au courant que leurs actions en engendraient potentiellement d'autres à leur insu qui ne vont pas forcément leur plaire? C'est sans doute bien, je pense, de rappeler quelles sont les embûches dont sont parsemés Internet et les appareils connectés. Louis Neuf, tu veux en parler? Eh bien, les embûches, elles sont très, très, très nombreuses. Et effectivement, il n'y a aucune information. On vous vend un téléphone en vous disant, vous allez voir, c'est formidable, vous allez avoir le monde dans la poche. Et en fait, vous avez surtout des pisteurs et des gens qui récupèrent toutes vos données pendant que vous marchez, pendant que vous mangez, pendant que vous discutez, pendant que des tas de choses. Et ça, personne n'en a vraiment conscience et c'est un gros problème de vie privée, tout à fait. Audrey, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, pour faire un parallèle, c'est un petit peu ce qu'on voit déjà lors d'une navigation Internet. Ça, j'ai l'impression que les gens en ont un peu plus conscience parce que va y avoir des pop-up, va y avoir des messages qui vont demander est-ce qu'on accepte les cookies ou pas lorsqu'on navigue sur un site. Donc la plupart des gens cliquent sur le bouton vert sans lire, évidemment. Là, on a l'impression que les gens ont l'information, mais dès qu'il s'agit d'objets connectés ou de téléphones, c'est pas visible de la même manière. Et effectivement, on ne se pose pas de questions, ou alors on se doute que peut-être il y a quelque chose, mais on préfère ne pas regarder.
pourtant, moi j'avais l'impression qu'il y avait de plus en plus de conscience de ces enjeux, du moins au vu de mon expérience qui est très très relative avec mon entourage sous les stands de l'April lors d'événements grand public. Il y a des personnes qui nous disent je suis préoccupé par les enjeux de vie privée, mais peut-être que les personnes ne sont pas conscients vraiment de en quoi ça consiste. Vous, au bout de votre expérience, quels sont les sujets qui préoccupent davantage les personnes qui utilisent Internet ou l'objet connecté par excellence qui est l'ordiphone ou smartphone? Audric? Ouais, moi j'ai l'impression qu'en fait les gens se rendent pas compte globalement de tout ça. Alors on a l'impression qu'il se passe des choses, mais c'est pas pour ça que les habitudes ont changé. En tout cas c'est un petit peu le regard que je porte là-dessus, parce que si on regarde, je sais pas, les révélations d'Edward Snowden qui ont maintenant 10 ans, j'ai pas l'impression que le grand public ait vraiment évolué sur ces questions-là, que le public ait changé vraiment ses habitudes. Et rappelons qu'il y a Edward Snowden et quelles sont ces révélations. Tu peux le faire. Oui, Edward Snowden, ancien analyste à la CIA et à la NSA, qui est devenu lanceur d'alerte c'était 2013, si je dis pas de bêtises, et qui a fourni à différents médias, notamment des journalistes américains, les preuves que le gouvernement espionnait la population, toujours sous couvert de lutte contre le terrorisme, sauf qu'en fait, ils espionnaient tout le monde. Systématiquement, et en s'appuyant sur des GAFAM, quoi, sur des géants du net. C'est ça, en écoutant directement les silos de données des GAFAM, ça permet d'espionner tout le monde et d'écouter. Ils regardaient les données de, on va dire, 7 personnes affiliées à une personne. Donc en fait, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Voilà, x7, en final, ça permet d'espionner tout le monde. Donc tu disais malgré ça... Oui, malgré ça, il y a eu pas mal il y a eu des documentaires, il y a eu des livres, il y a eu beaucoup d'informations à un moment, mais j'ai pas l'impression que fondamentalement ça a changé l'habitude de la plupart des gens. Alors ça a permis d'éveiller un petit peu des consciences. Moi, c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai commencé à me poser des questions sur la vie privée et mon utilisation du numérique. C'est peu de temps après que j'ai commencé à essayer de faire ça différemment, puis ensuite de faire de la promotion, on va dire, et d'accompagner les gens autour de moi. Mais on a l'impression que parfois, il ne s'est rien passé, que les gens n'ont pas vraiment changé là-dessus. Est-ce que c'est le même constat que tu fais, Louis Neuf? Tout à fait. Les gens ne se rendent pas compte des enjeux, et il y a beau y avoir des sorties de scandales partout, les Panama Papers, les autres sorties d'Edward Snowden, ça ne change rien parce que ça ne passe pas en réalité dans les médias les plus écoutés. Vous ne trouverez pas ça sur BFM TV ni sur CNews. Ça les intéresse pas. Et c'est là pourtant que ce sont les gens. Donc tu dis que ça passe par des médias plus confidentiels, et donc l'information passe à la trappe. Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça que la médiation numérique, ce que fait Audric, ce que fait aussi l'association Exodus Privacy, devient important parce que comme l'information ne passe là où les gens sont, il faut que l'information passe par autres canaux. En quoi ça consiste pour vous? Comment définirez-vous la médiation numérique? Tu veux commencer, Louis Neuf? Audric, alors sinon. Pardon? Je peux laisser la parole à Audric si tu préfères. Vas-y, Audric. Ok. Pour moi, quand on parle de médiation numérique, il faut d'abord remettre aussi au milieu de la table, c'est quoi la médiation? Et je parle souvent de la médiation entre deux humains, ça on voit à peu près ce que c'est. Hein. Je sais pas, deux voisins qui s'entendraient pas, il y a un médiateur qui va essayer de faire un lien entre les deux pour qu'on arrête de se taper dessus. Pour moi, la médiation numérique, c'est un peu l'équivalent, mais avec l'informatique et les outils numériques. L'idée, c'est de fluidifier les interactions, enlever des crispations
ou des peurs que ça peut générer, et accompagner également les gens vers l'autonomie. Donc il y a toute cette partie acculturation et technique, mais la notion des enjeux est également très importante parce que notre vie maintenant est complètement dématérialisée. Je pense à l'accès aux droits par exemple, tout ce qui est administratif, les impôts, la cantine des enfants. Tout ça, ça se fait par Internet, sur des plateformes. Et si on ne comprend pas comment ça marche, on est perdu. Il faut avoir conscience qu'il y a à peu près 20% de la population qui est en grande difficulté. Alors 20% c'est le chiffre officiel, moi je pense qu'il est plus élevé que ça, parce qu'il y a des gens qui estiment savoir utiliser des machines, des ordinateurs, sauf qu'en fait dès qu'il y a un problème, elles sont complètement bloquées. Donc ça c'est une grosse problématique, et donc par-dessus on rajoute les questions de données, de vie privée, sauf qu'en fait les gens sont déjà bloqués à la première étape, quoi. Donc il faut faire de la médiation pour fluidifier tout ça et accompagner le grand public et également les entreprises. Et la médiation passe aussi, bien évidemment, par des outils, et c'est ce que fait l'association Exodus Privacy. On le verra plus en détail au cours de cet échange. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez davantage quand vous faites des formations ou des ateliers, parce que je sais que l'association Exodus Privacy aussi en fait. Peut-être que tu as quelques anecdotes à nous raconter, Luneuf. Le plus dur pour nous, c'est déjà de capter les gens. Rien que ça, c'est... Capter, c'est-à-dire les faire venir voilà, les intéresser. On a parfois l'impression d'être des témoins de Jéhovah. Il faut mettre le pied à la porte pour que les gens nous écoutent un peu. Mais quand on réussit, ou quand ils nous invitent, ce qui est plus agréable, on a des réactions tout à fait pas étranges, mais qui sont pas les nôtres, en fait. Je me souviens d'un reportage de France 2 auquel on a participé dans une classe à Rouen, où une jeune fille nous disait mais qu'est-ce que ça peut faire comme trace? Ils sont américains. Ils peuvent rien contre moi. Et on se rend compte là qu'il y a un saut qui n'a pas été fait. Que les gens ne se rendent pas compte que, américain ou pas, Internet c'est partout. Et donc il y a l'impression que chacun est dans sa bulle, alors que tout est relié. Et il faut batailler ferme pour montrer que ce qu'on fait aujourd'hui peut avoir des incidences demain. Audric, tu veux raconter quelles sont les difficultés que toi aussi tu as rencontrées? Oui, alors je pense que moi, les difficultés que je rencontre avec les gens que je peux accompagner, on est vraiment sur le b.a.-ba de l'informatique en fait. Savoir naviguer sur Internet, savoir gérer ses mots de passe, c'est pas évident pour une bonne partie des gens. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 4000 conseillers numériques qui ont été déployés sur le territoire depuis à peu près 3 ans. Mais ça reste insuffisant parce que c'est des postes précaires, ils sont au SMIC, ils ont des contrats de 2 ans sans garantie de suite. Donc Tu parles bien de fonctionnaires, de personnes... non, ils n'ont pas forcément des statuts de fonctionnaires. Ou des agents publics peut-être. Ouais, c'est un peu un statut entre deux, parce qu'il y en a qui sont dans des associations. En fait, c'est des postes financés. Donc il y a des mairies qui ont des conseillers numériques, des centres sociaux qui peuvent en avoir. Il y en a certains qui sont directement dans des organisations à plus grande échelle et qui sont déployés sur le territoire pour accompagner en fait, la population. Mais 4000, on a l'impression que c'est un grand chiffre. En fait, c'est pas assez. Alors c'est déjà très bien, mais il faut continuer d'accompagner les gens là-dessus. Et pour rebondir sur ce que disait Louis Neuve juste avant, la surveillance, on la voit aussi au quotidien, et plus on la voit, plus en fait on ne la voit plus. J'ai un exemple, c'est qu'il y a eu des caméras de surveillance qui ont été installées là pendant les JO. Au début, ça devait être qu'une expérimentation. Après, on nous a dit, bon, ça reste pendant les JO. Et puis, au final, ça va rester indéfiniment. Parce qu'une fois que c'est installé, en général, on n'enlève pas des outils qui sont là et qui fonctionnent et qui sont censés, entre guillemets, protéger la population. Mais c'est très facile de retourner le système contre nous, quoi. Pourtant, il y a des structures qui avaient alerté justement sur cette possibilité. Je pense notamment à la Quadrature du Net pour faire référence vraiment à l'exemple que tu portes.
Donc oui, on a l'impression que même quand l'information passe, c'est-à-dire on vous dit que votre conversation peut être suivie, analysée, par exemple par l'État américain, les personnes disent bon, qu'est-ce que ça peut me faire? Donc il y a vraiment un blanc et je comprends donc toute votre difficulté à faire comprendre les enjeux, mais ça c'est le côté difficile du métier. J'imagine qu'il y a aussi des belles victoires, des belles satisfactions que vous pouvez aussi éprouver lors de vos ateliers et formations. Et donc j'ai envie aussi de vous demander de partager avec nous quelques beaux moments de formation, de médiation numérique. Audric ? Moi, j'ai une grande satisfaction de savoir que des outils que j'ai pu créer, alors je pense notamment à ma bande dessinée, qui sont utilisés par d'autres médiateurs et conseillers numériques et qui s'en servent comme outils pédagogiques dans le cadre d'ateliers. Donc je me dis que c'est une bonne manière d'essayer de toucher un public plus large, c'est directement de parler et d'accompagner les personnes qui forment ce public-là. C'est aussi pour ça que j'ai continué de me former et d'accompagner des structures directement plutôt que le faire en grand public. J'ai l'impression que c'est plus efficace. Et en tout cas, ça fait plaisir quand on nous dit que j'ai enfin compris un concept qui me paraissait très bizarre. Je comprenais pas ce truc technique et le fait de l'avoir imagé de manière un petit peu humoristique, ça passe mieux et souvent après les gens commencent à essayer de changer un petit peu leurs habitudes. Mais c'est ça qui est le plus compliqué, parce que globalement, il faut le dire, on a la flemme. Changer quelque chose qui marche, ça fait 10 ans que je fais comme ça, j'ai pas envie de changer mes habitudes. C'est ça le plus compliqué. Mais ça fait plaisir quand on voit que les gens font cet effort. J'ai l'impression que justement le fait de changer, j'ai pas l'impression, c'est scientifiquement prouvé que faire changer des habitudes c'est extrêmement difficile. On dit que le cerveau met en général moyenne 21 jours à changer une habitude et malheureusement il y a plein de personnes, des structures qui profitent de cette faiblesse de notre cerveau. Donc votre travail est d'autant plus important. Louis Neuf, est-ce que tu veux partager avec nous quelques beaux moments, quelques fiertés au cours des formations ateliers que tu as eu l'occasion de faire? Au cours des formations qu'on a pu faire sur le terrain, on a toujours le petit, comme disait Audric, le petit déclic. La personne qui dit je vais peut-être jeter mon téléphone. Alors on sait très bien qu'elle ne le fera pas, mais rien que de le penser, il y a eu un déclic. Et ce déclic, c'est ça qu'on cherche. Parce que cette personne va sans doute en parler autour d'elle. Et de déclic en déclic, on finira par allumer la lumière. C'est une belle image. On commence par la lumière dans les yeux de la personne, voilà. Et après peut-être qu'on va allumer la lumière dans toute la pièce. Voilà, tout à fait. Très bien. Alors, on a parlé tout à l'heure, Audric fait aborder tout à l'heure le sujet d'une bande dessinée. On va en parler là. Effectivement, tu as écrit une bande dessinée qui s'appelle Datamania, le grand pillage des données personnelles. Tu n'as pas fait les dessins, tu as fait appel à un graphiste pour la partie dessin, mais c'est toi qui écris les textes. Et il s'agit effectivement d'une bande dessinée qui aborde ces sujets des enjeux de la vie privée, tout en mettant effectivement beaucoup d'humour. Donc pourquoi as-tu décidé, toi qui étais médiateur informatique, parce que ça prend du temps aussi de mettre en œuvre, d'écrire du contenu comme ça, c'est pas anodin. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire cette œuvre et pourquoi la BD? Alors en fait c'est une idée que j'avais depuis le début, avant même mon premier livre que j'avais sorti avant, qui était sur un sujet de niche, les consoles de jeux open source. Bon, c'était un petit truc, mais je me sentais pas de commencer tout de suite par une BD. Par contre, comme j'avais déjà le contenu, ayant déjà animé un certain nombre d'ateliers de formation, ça a été assez facile, en tout cas pour moi, de le retranscrire sous ce format un petit peu humoristique. Et j'ai voulu le faire sous forme de BD parce que
À ce moment-là, j'avais pas trouvé moi de BD qui parlait de ce sujet-là. Alors j'en avais trouvé une qui parlait de big data, mais qui datait aussi un petit peu. Elle datait de 2014. Et puis le big data, c'est pas exactement la même chose. En tout cas, ça parlait pas de la captation des données, de comment on peut se protéger. Qu'est-ce qu'on entend par big data pour les personnes qui nous écoutent? Là, c'était plus les données collectées, utilisées par les entreprises pour faire des statistiques ou ça parlait pas du tout de vie privée en tout cas à ce moment-là. D'accord. Et j'avais envie de parler de ce sujet-là. C'était à la fois pour un peu faire finir une boucle, comme un cycle, parce que ça faisait plusieurs années que je parlais de ces sujets-là et que, entre guillemets, je saoulais un peu tout le monde avec ça. Mais je pense qu'il faut faire ça pour que les gens se réveillent, voilà, et qu'on allume la lumière. Et j'avais envie que ça soit accessible, même pour du jeune public. Et la BD documentaire, je pense que c'est un très bon moyen de faire passer des sujets qui peuvent paraître anxiogènes, parce que voilà, dire vos données sont captées, vous êtes espionné en permanence, à part avoir envie de se réfugier dans une grotte, on se demande un peu ce qu'on peut faire. Alors il existe un certain nombre de ressources, il y a des très bons livres, il y a des très bons sites qui vont proposer des solutions, faire des tutoriels, mais ça reste des documents techniques qui parfois sont compliqués d'accès. Donc le faire avec de l'humour, dans un univers un petit peu science-fiction, parce que ma BD ça se passe dans l'espace, le cyberespace, c'était pour faire un lien. Voilà, je trouve que c'était une approche un peu différente et originale. Et en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié le faire sous cette forme-là, parce qu'à la base, avant d'être dans le numérique, moi j'étais dans l'audiovisuel. Donc raconter des histoires, c'est toujours quelque chose qui m'a... Voilà le lien. Donc, tu t'es beaucoup amusé, j'imagine, en faisant cette BD. Beaucoup, il y a énormément de références cachées. Alors, il y en a certaines qui sont expliquées à la fin du livre, mais pas toutes. Il y a vraiment des trucs, il faut être pointu pour les trouver, les références. Et dans la BD, tout à l'heure, tu disais il faut saouler les gens parfois. Et on parlait d'humour. En fait, j'ai beaucoup aimé la partie où tu parles des logiciels libres toute la journée avec ta compagne. À un bout d'un moment, elle n'en peut plus. Et j'ai beaucoup aimé, à un bout d'un moment, tu visites, quand tu es dans le voyage dans l'hyperspace, tu visites la planète GNU Linux. Qui est la planète que tu as inventée en hommage du système d'exploitation libre, et tu te prends en photo avec tous les pingouins qui sont sur la planète. C'est très marrant. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que quand on dit aux gens voilà, vous êtes espionnés en permanence, une réaction ça peut être oui, je me refuge dans une grotte dans la forêt, ou alors j'arrête de penser à ça et je continue à faire exactement comme avant. Donc effectivement, il faut trouver peut-être le bon canal pour dire non, c'est vrai, la situation est grave, mais il y a des solutions et je suis là pour vous accompagner et voilà, il faut juste mettre en pratique certaines choses. Donc en parallèle, l'association donc cette bande dessinée donc est aux éditions, je me souviens plus le nom de la maison d'édition. C'est Duno. C'est Duno et c'est sorti en mars 2023, donc l'année dernière. Il y a un peu plus d'un an. Il y a un peu plus d'un an, et en juin 2023, donc quelques mois plus tard seulement, Exodus Privacy publiait un kit smartphone et vie privée, un kit pédagogique. Et donc je suis très Luneuf que tu m'en parles un peu plus, s'il te plaît. Pourquoi vous avez décidé de réaliser ce kit et en quoi ça consiste? On a décidé de réaliser ce kit parce qu'on se rendait compte que finalement, dans les ateliers que nous animions, on disait toujours la même chose. C'est normal, on rabâchait. On saoulait notre public. Exactement comme Audric, tout à fait. Et on s'est dit, mais les médiateurs numériques, est-ce qu'ils ont les outils? Est-ce qu'ils ont les bons outils? Parce que beaucoup viennent nous voir, nous disent, ah c'est génial ce que vous faites, mais c'est compliqué. Et là on s'est dit, on va leur prémâcher le travail et leur proposer un kit tout prêt, où ils n'auront plus qu'à suivre le déroulé. Bien sûr, en s'appropriant, il faut bien évidemment se le mettre en bouche et l'avoir à soi. Mais les médiateurs numériques ont du coup comme ça un outil qu'ils peuvent utiliser quasiment brut de décoffrage pour animer
des ateliers. Et donc répandre la tâche d'huile, l'Exodus Privacy un peu partout. Et en quoi ça consiste? Parce qu'il y a plusieurs... Non, c'est un kit, donc il y a plusieurs outils au sein du même kit. Donc moi, je sais ce qu'il y a dedans, mais je préfère que tu les présentes, toi. Alors, il y a des vidéos qui expliquent les trackers. Il y a une... C'est quoi un tracker? Alors, un tracker, c'est un tout petit bout de logiciel qui est caché dans une application et qui va aspirer les données de l'utilisateur ou de l'utilisatrice. Donc on est d'accord que c'est une autre façon de dire pisteur? Oui, tout à fait. Ok, Tout à fait. ce sont synonymes. D'accord, donc